Merci Cédric. Du coup, j'ai que 20 minutes, donc je vais peut-être passer un petit peu rapidement. Ce soir, je vais vous présenter Tezos, qui est une blockchain publique, et surtout comment développer sur Tezos. Donc Tezos, c'est connu pour la partie un peu crypto, et surtout NFT et DeFi, donc Decentralized Finance. Donc je représente ce soir Marigold et une association qui s'appelle Think Riviera. Donc je suis tech lead chez Marigold. Voilà, je travaille beaucoup sur Tezos pour faire comprendre la technologie, comment ça marche, l'écosystème, etc. et comment développer dessus, surtout sur la partie des apps, donc Decentralized Application. Il aurait fallu faire peut-être un cours de Web3 juste avant, mais ça aurait pris beaucoup de temps pour expliquer quelles sont les différences entre les deux. Donc on va commencer par Tezos. Du coup, qu'est-ce que Tezos? Donc c'est open source, donc c'est une blockchain open source, donc ça rentre parfaitement dans le cadre de ce soir, qui est décentralisé. On a des smart contracts, donc c'est pas que de la crypto ou du shitcoin. On est là pour déployer des applications décentralisées. On a différents langages qui sont disponibles. On a quand même une crypto native qui s'appelle XTZ, on appelle ça des thèses ou des theses au pluriel. Du coup, c'est super important d'avoir une crypto native parce qu'elle permet en fait de développer la partie économique au niveau des applications et d'avoir un système comme on va dire de paiement interne à notre application. On n'a pas besoin de plugger un autre système de paiement, c'est géré par le développeur lui-même en fait. On est éco-friendly parce qu'on est en proof of stake depuis 2017, donc bien avant Ethereum qui est toujours pas passé. Du coup, on peut faire tourner des nœuds sur un Raspberry Pi, par exemple. Au niveau de la gouvernance, on est sur du on-chain, donc on a des amendments qui permettent de faire upgrader le protocole lui-même et donc la blockchain elle-même. Donc on n'a pas la souffrance des hard forks que certaines blockchains ont et les drames qui vont avec. Tezos est surtout connu pour faire des NFT, pas mal de NFT, bon principalement parce qu'on a des frais qui sont bien moins chers par rapport à d'autres blockchains. Et je n'ai pas le temps de tout expliquer pourquoi. On en parlera juste après si vous voulez. Du coup, voilà, on n'a pas de gros hard fork, on n'a pas de gouvernance centralisée. Des fois, il y a des blockchains qui disent nous on est public, etc. Mais en fait, ils ont des nœuds validateurs que seuls les créateurs possèdent. Donc c'est une très grosse différence. On peut pas arrêter la blockchain. On a vu récemment Luna et compagnie qui veulent arrêter tout. Pas possible d'arrêter Tezos. C'est pas centralisé et les frais sont assez bas. Alors au niveau des réseaux, on a un réseau public principal qui est la production, on peut appeler ça, qui s'appelle le mainnet, et on a différents testnets, on appelle ça, ce sont des réseaux de tests pour tester les versions. Donc quand la version antérieure s'appelle Hangzhou, actuellement on est sur la version N qui est la production qui s'appelle Ithaca, et la prochaine version arrive demain qui s'appelle Jakarta. Voilà, donc ça évolue assez rapidement, tous les 3 mois on a des nouvelles versions, on en rajoute des nouvelles features. Ce qu'on appelle les Bitcoin miners, on appelle ça des bakers, donc ça tourne autour des jeux de mots autour de la boulangerie et faire du pain, donc on verra des noms comme ça. Donc les bakers, c'est ceux qui créent les blocs, donc ce sont des nœuds particuliers, ce sont des gens particuliers qui ont stacké en fait des Tezos pour pouvoir créer des blocs. Si on n'est pas baker, du coup, on est simple utilisateur. Et ce qu'on peut faire, c'est avec ces Tezos qu'on a, on peut être soit utilisateur vis-à-vis d'une des apps, soit on peut aussi déléguer une partie de son argent à des bakers et récupérer des rewards. Il n'y a pas d'autorité centrale, etc. Pas de centralisation. C'est pas une blockchain permissionnée. Au niveau du consensus, depuis 2017, on est sur du proof of stake, on appelle ça du liquid proof of stake. On a commencé avec du EMI et du EMI Star qui est du Nakamoto style, donc c'est très très proche de ce qui est fait dans Bitcoin, mais en proof of stake, pas en proof of work. On a un système d'accusation qu'on a toujours, parce qu'on est du proof of stake, donc les nœuds ou les bakers qui commencent à tricher, ils perdent leur stake à cause des validateurs qui peuvent prouver qu'ils ont triché par exemple, ce genre de choses là. Et aujourd'hui on est passé sur un algorithme de type BFT, donc Byzantine Fault Tolerance, qui est basé sur Tendermine, et on appelle ça Tenderbake, mais c'est la même chose qui est adapté à Tezos. La grosse différence, c'est on est passé sur une finalité déterministe. Donc avant, on était sur du Nakamoto, donc c'est optimiste. On ne sait pas quand on va être fait le prochain bloc. Ça peut être
postponé dans le temps, on va dire. Là, on est sur une finalité en 2 blocs. C'est une grosse différence. Voilà, on n'a pas non plus de problème d'exécution concurrente qu'on peut avoir sur du Hyperledger par exemple. Hyperledger Fabric, on a de l'exécution multiple sur différents nœuds en même temps, donc on a du parallélisme. Dans Tezos, on n'a pas ce genre de problème de parallélisme parce qu'il y a une seule exécution dans ce beaker à un moment donné qui exécute en fait toutes les transactions pour un seul bloc. Alors au niveau des smart contracts, faut comprendre que c'est un environnement qui est sandboxé. Donc ça veut dire que votre smart contract il va tourner dans un environnement qui est fermé. Il y a plusieurs raisons à cela. La principale raison, c'est pour la prédictabilité et déterminisme. Ça veut dire que en fait, votre code il va être analysé par un checker et il va calculer en fait l'estimation que ça va coûter au niveau de l'exécution, donc le temps de processeur, et au niveau du stockage. Donc on ne peut pas faire de call vers une API par exemple où on a un résultat qui est inconnu à un instant T. Ça n'existe pas. On va passer par des oracles. Donc j'en parlais juste après. Au niveau du langage, en fait, je vais essayer d'être court. En fait, les blockchains tournent sur des virtual machines. Donc celle d'Ethereum, ça s'appelle EVM, c'est les Ethereum Virtual Machine. On peut comparer ça à du WebAssembly, en fait, WASM, c'est la même chose. On a une virtual machine, et chez Tezos, c'est Michelson, le langage de base, et c'est la virtual machine derrière aussi. Donc ce sont des environnements d'exécution qui sont extrêmement portables et qui sont très très bas niveau par contre. Donc si vous voulez faire du Michelson, c'est le seul langage qui est compréhensible par la machine virtuelle de Tezos. C'est extrêmement compliqué parce que c'est très bas niveau, c'est du stack language. Je ne vais pas vous en montrer ce soir pour vous faire peur. Et du coup, on a développé, par exemple, les langages LIGO, qui sont des langages de haut niveau, des versions pour JavaScript, Pascal, OCaml et RaisonML, qui va être bientôt déprecated. Donc vous pouvez développer dans un langage haut niveau comme du JavaScript et compiler vers du Michelson et déployer le Michelson. Bon, je ne parle pas sur les dates, on n'a pas le temps. Alors, au niveau des smart contracts, les opérations de lecture sont gratuites, toujours parce qu'on lit juste un stockage. Les niveaux d'écriture, par contre, sont payants, comme toute blockchain. Toutes les blockchains font payer l'exécution des updates. Par contre, c'est quelques centimes de dollars. C'est très très faible. Et ça dépend, comme je disais, du temps d'exécution et du temps et de l'espace de stockage que vous allez faire. Donc, chaque fois que vous allez faire un update, vous allez changer le state de la blockchain et c'est ça que vous allez payer. On peut faire des calls intercontrats, c'est-à-dire qu'un contrat peut appeler un contrat dans ce smart contract, etc. On peut chaîner les smart contracts comme ça pour faire des applications beaucoup plus complexes, qui soient vos applications ou des applications de tierces. Ce sont des API libres et tout est open au niveau de la blockchain. On ne peut pas bloquer les appels. Il faut payer à chaque fois ou pas. D'ailleurs, on peut faire gratuit. Voilà, il y a des balances, ça veut dire votre solde et au niveau des comptes d'utilisateurs, donc dans votre wallet vous avez certains theses, mais ils sont également possibles au niveau du contrat, et c'est là où on comprend comment ça marche. En fait, les contrats ont aussi des balances, et du coup on peut faire payer les appels, et du coup on a un moyen de monétiser en fait sans smart contract qui est intégré directement dans Tezos. Voilà, on fait de la DeFi, voilà, on fait du fungible, non-fungible token comme Ethereum, ce sont exactement les mêmes. Au niveau des bêta data, je vais en parler un petit peu plus tard. On stocke souvent sur du IPFS ou en cloud storage. Il faut surtout pas stocker des données lourdes dans la blockchain. Un, ils rentreront pas. Deux, ça vous coûtera très cher. C'est pas du tout le but. Et il y a un système de formalisation avec la suite Coq et Michoko, pour ceux qui connaissent, où on peut vérifier que les smart contracts sont valides. Alors, comme je disais, on est sur une blockchain, donc on a un slow TPS. Je ne vais pas m'attarder trop sur vous dire les chiffres TPS parce qu'ils sont complètement faux selon les blockchains. En fait, il ne faut pas compter en TPS parce qu'en fait, il faut compter en taille de size de bloc, en nombre d'octets en fait qu'il y a sur le bloc et en combien de temps il est processé. Plutôt comme ça qu'il faut compter. Donc c'est un peu compliqué pour vous dire. Effectivement, si vous avez une application qui a besoin de beaucoup de TPS, vous passez pas sur de layer 1. Le layer 1, c'est le réseau principal qui est en production. Vous passez sur des systèmes de layer 2. Les systèmes de layer 2, ce sont des optimistic rollup ou alors des sidechains. Les sidechains, c'est une blockchain qui est séparée
et qui va communiquer à travers un bridge, à travers la blockchain principale. Donc on a des layers 1 et des layers 2. Et au niveau du rollup, c'est un peu plus compliqué. C'est un système de consensus qui est déporté en fait dans le layer 1 et on fait tourner en fait les charges de travail sur un autre réseau en fait de calcul. Voilà, au niveau du stockage, voilà, il faut éviter de stocker. Donc on va stocker en fait que des métadatas dans la blockchain qui sont nécessaires pour les pointer par exemple vers des NFT, des médias, des vidéos, etc. qui sont eux stockés sur IPFS. Au niveau de l'API donnée par les nœuds eux-mêmes, ils sont assez faibles. Du coup, on va utiliser des indexeurs pour pouvoir faire du caching et des requêtes avec des jointures. Alors au niveau des événements, ça arrive bientôt. Aujourd'hui on utilise des indexeurs. Donc ça ce sont des événements, ce sont de l'eventing. Donc pour ceux qui connaissent l'eventing, il y en a un peu partout. On ne peut pas aujourd'hui les faire directement dans un smart contract. Ça sera natif dans 2 versions. On passe pas des indexeurs aussi pour faire des événements en temps réel. Alors à quoi ressemble une DApp? Là j'ai un exemple de DApp. Donc au centre on a le réseau, qui est le réseau principal, ça peut être le mainnet ou le testnet. On déploie son smart contract. On peut avoir des smart contracts de type Oracle, qu'on a vu avant, je vais en parler juste après. Et à gauche, on a la partie cliente. Donc la partie blockchain, la partie smart contract, elle peut être considérée comme le back-end. On n'a pas une infrastructure à gérer, en fait c'est la blockchain qui est l'infrastructure. Donc le smart contract est le back-end et le front-end est dans le browser. Ça peut être une application classique React, Angular, n'importe quoi. Et on utilise une librairie qui s'appelle Taquito qui nous aide beaucoup, qui est en TypeScript et qui permet de dialoguer entre la wallet qui est dans le browser par exemple et le smart contract. Voilà, le stockage IPFS, on peut avoir un indexeur et on peut avoir un Oracle. Donc une DApp, la structure d'un projet DApp, il n'y a pas de convention. Il y a surtout 2 parties qu'on voit. C'est une partie smart contract qui est la partie qui va être déployée dans la blockchain, qui sont des fichiers par exemple étoiles LIGO, c'est-à-dire par exemple JavaScript LIGO, ce sont les fichiers sources, et ils vont être compilés vers du Michelson. Et ensuite on a les .tz, ce sont les fichiers générés Michelson, ce sont eux qui sont déployés dans la blockchain. Et au niveau de la partie cliente, c'est n'importe quelle application web, qui soit React, etc. Et on inclut Taquito par exemple pour nous aider à loguer avec le nœud. Ça c'est un exemple de code source, je vais aller absolument, mais il y a un main. En gros, ça c'est du JS Ligo. Donc c'est du JavaScript-like. Donc tout est typé, c'est que ça ressemble beaucoup à du TypeScript. Tout est typé au niveau des fonctions, etc. Donc là on voit, on a une définition de structure, donc on a toutes les définitions de type, comme on retrouve en TypeScript. Il y a des modules langage comme adresse par exemple. Une adresse, c'est une adresse de contrat ou une adresse d'un utilisateur. On a aussi des énumérations, donc on a les paramètres d'entrée, on a les types de retour, ça c'est obligatoire. C'est toujours une liste d'opérations et un storage. Donc vous avez le storage, pourquoi? Le storage c'est la représentation de la DB, c'est votre état de votre smart contract. Donc c'est la partie state. Et ça, c'est intégré directement en fait dans Tezos. Donc vous n'avez pas à gérer une DB, en fait c'est dans la blockchain la DB. Et vous avez juste à définir qu'est-ce qui est stocké au niveau de la définition du type. C'est tout. Donc storage, vous pouvez faire ce que vous voulez comme définition. Ça peut être n'importe quoi. C'est un objet JavaScript. Du coup là, je récupère les paramètres, je les déstructure. Et ensuite je passe, alors ici match, c'est un module langage, c'est pareil que switch, hein. Ça a fait la même chose. Donc je regarde au niveau du paramètre d'entrée de mon main, quelle fonction il va appeler. Donc là, parameter, là c'est un enum, on voit qu'il y a 3 fonctions qui peuvent être appelées à partir du main. C'est une espèce de dispatch, le main en fait, il va dispatcher les fonctions. On peut bon, c'est un enum un peu plus corsé, parce qu'il peut aussi récupérer plein de paramètres. Ça peut, voilà, on appelle le nom de la fonction, mais on peut passer les paramètres derrière. Et là, on appelle une fonction participate qui est une inner function qui n'est pas exposée. Donc il n'y a que le main qui est exposé en tant qu'endpoint. Mais on peut passer à travers et appeler participate, là où on voit à quoi ressemble participate. Donc là, on voit qu'il fait un switch entre un enum. Alors en Ligo en général, tout est extrêmement typé. Par exemple, quand on fait un switch, il ne vous laissera pas faire un switch si vous manquez des valeurs. Donc si vous n'avez pas tout listé, tout ce qu'il y a dans l'enum, la compilation ne marchera pas parce que tout est déterministe. Donc il faut absolument lister tous les cas possibles de votre enum et il ne faut pas les dupliquer non plus.
Derrière, on voit pas, mais en fait, c'est un peu magique. Tout est fonctionnel en fait derrière. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de. Tout est passé en valeur, pas par référence. Du coup, quand on veut modifier un objet, on est obligé de faire une copie. On appelle ça un functional update. Ici, par exemple, le store, on fait une copie de l'objet et on modifie les attributs et on retourne l'objet modifié. Tout est fonctionnel, il n'y a pas d'état, machin, pas de référence. Voilà. Alors les indexeurs. Alors ça c'est une solution. Je vais partir directement des exemples pour expliquer. Si vous voulez faire 10 fois une requête pour aller, vous allez récupérer les 10 dernières transactions. Vous avez besoin de faire 10 requêtes au niveau du nœud. Donc c'est pas du tout effectif. Donc vous avez un indexeur, lui il a du cache et vous permet de retourner à un instant pratiquement constant la liste des 10 dernières transactions. Un autre exemple, c'est je veux un user, je veux savoir tous les smart contracts qu'il a déployés. Je vais pas parcourir toute la chaîne et regarder tous les blocs pour savoir à quel moment il a déployé quelque chose. Du coup, je vais utiliser un indexeur qui est un système de cache avec des jointures parce que derrière, il manipule une base de données relationnelle. Au niveau des oracles, alors comme je disais, tout est sandboxé. Ça veut dire qu'on peut pas faire d'appel d'API depuis le smart contract à l'extérieur parce que tout est déterministe, donc je peux pas savoir ça. Du coup, il faut passer par des oracles. Ce sont des smart contracts normaux, je vais dire. On appelle ça des oracles parce qu'en fait, ils servent qu'à fournir des valeurs on-chain aux autres contrats. Donc, on peut faire que des appels on-chain. Donc, eux, ils sont déployés. Quelqu'un les met à jour depuis l'extérieur. Donc, une personne qui est trustée les met à jour depuis l'extérieur pour les fournir, par exemple, une currency pair, quoi, un échange entre USD dollar et euro, par exemple. Et du coup, c'est quelqu'un d'extérieur qui va les pousser ces valeurs dans le storage de cet oracle. Et les autres smart contracts vont les consommer et regarder dans son storage, faire que du read-only et savoir les valeurs. C'est comme ça qu'on fait. Au niveau des métadatas, comme je disais, on peut stocker des données, on peut les faire. Déjà, c'est limité au niveau de la taille du bloc. On ne peut pas stocker plus de données que la taille d'un bloc. Donc, c'est quelques kilos. Attention, c'est pas très gros. Et ensuite, plus vous stockez, plus vous payez. Donc on disait, on paye les updates. Donc ça peut vous coûter très cher, donc ne stockez pas, stockez que des liens. Par exemple pour les NFT, c'est des liens qui vont vers IPFS. Voilà. Au niveau de l'écosystème, là on a un exemple d'indexeur. Donc ça c'est celui qui est dans l'exemple qui s'appelle TZKT. Donc c'est un indexeur qui est open source. On peut le déployer sur en propre local si on ne truste pas le service qui est fourni par tzkt.io. Donc on peut se baser sur leur API, elle est gratuite, on peut les questionner. Rien n'indique, vu que c'est du off-chain, qui ne triche pas. Donc vous pouvez déployer votre propre tzkt en local et surveiller vous-même la blockchain grâce à ce projet open source. Il y en a d'autres, il y en a plein. Vous avez tzstat qui donne des statistiques sur le réseau, sur les différents réseaux de l'activité de Tezos. Vous avez Tezos Agora, qui est un autre site web qui, lui, est plus, on va dire, fixé sur la partie upgrade de protocole. Donc eux, ils suivent le système de vote interne de Tezos pour la release de prochaines features et de la nouvelle version. Donc vous pouvez regarder qu'il y a des votes et il n'y a que les bakers en fonction de leur puissance de vote, c'est-à-dire leur stake, et qui sont capables de voter en fait sur les prochaines évolutions du réseau. Vous avez Lego Tooling qui vous donne une espèce d'idée en ligne pour vous permettre de jouer avec Tezos dans les 4 langages qui sont proposés. Vous pouvez compiler et déployer vous-même sur un vrai testnet votre code. Après moi j'utilise VS Code avec l'extension, ça marche très bien. Et Takito, qui est le SDK TypeScript, qui permet de connecter la wallet et dialoguer avec les nœuds, qui est très pratique et très bien faite d'ailleurs. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je suis dans les temps, c'est très bon. Wow. Oui, une question au fond. Alors, en fait, ouais, qu'est-ce qui prouve dans un contrat au niveau de Michoko et Coq, etc. Comment ça marche en gros? En fait, ce qui se passe, c'est que en fait, on va écrire le code du smart contract
Et on va compiler, alors je connais pas trop bien les outils, mais en fait on va les compiler vers un autre langage qui lui a besoin d'être prouvé. Okay, et du coup, à travers Coq, etc., les systèmes de preuve vont prouver la compilation vers cet autre langage intermédiaire. Et ce que tu vas prouver, c'est que tu vas mettre des conditions, forcément d'acceptation, et prouver que ça marche, donc qui est vérifiable, que t'as pas, comme tout est déterministe, normalement tu es censé couvrir l'ensemble des cas et qu'il n'y ait pas de faille dans ton programme. Donc après, je sais qu'il y a des systèmes d'audit, des boîtes d'audit qui font que ça. Et sur des systèmes critiques, on sait que par exemple sur la blockchain, il y a eu plein de failles, et les failles venaient pas de la blockchain elle-même, mais venaient des contrats en fait. C'était des bugs dans les contrats parce qu'il y avait des cas qui n'étaient pas checkés. Alors pourquoi? Parce que la plupart des contrats, des langages qu'on a dans les blockchains, ils sont très permissifs. On part sur du Solidity, etc. Et on a des systèmes, voilà, on peut pas vérifier tous les cas. Par exemple, quand je disais sur un switch case, on va oublier la moitié des cas, et du coup on sait pas ce qui va se passer. Et pour prouver ça, Ligo nous aide beaucoup parce que c'est très typé et effectivement il y a beaucoup de contrôles qui sont déjà faits à ce niveau-là. Mais en plus on peut rajouter une couche supplémentaire pour prouver que la fonction fait bien ce qu'elle doit faire. Avec la suite Coq et Michoko. Oui. Bon, en fait, c'est pas. Alors, je répète la question. Je disais que, alors, la question c'était, il n'y a pas de hard fork, comment on peut empêcher cela? Parce que dans d'autres blockchains, il y a des hard forks, etc. En fait, dans les autres blockchains, il faut d'abord voir comment ça se passe. En fait, c'est que les nœuds doivent accepter la prochaine version des autres blockchains, et en fait, on se situe au niveau de plusieurs branches. En fait, c'est ça le problème. C'est que ton software, déjà les autres blockchains, ils ont plusieurs branches de la version du software. Et c'est à un moment donné, quand il y a plus de gens qui sont dans l'autre branche, que toi, en tant qu'utilisateur, tu vas décider si tu vas partir sur une branche ou pas sur une autre branche. Tu vois, déjà. Et du coup, tout le monde va pas forcément te suivre. Et du coup, c'est là où tu vas commencer à avoir des systèmes de fork. Ça veut dire que tu as des nœuds qui refusent de passer et d'autres qui veulent rester dans l'ancienne version, etc. Donc toi, en tant qu'utilisateur, tu dois faire un choix de dire est-ce que je switch ou je switch pas. Là, c'est un peu différent parce que comment te dire ça, il y a qu'un mainnet et tu dois forcer, il y a un pourcentage en fait au niveau de l'acceptance du vote, déjà au niveau du processus, et si le vote est effectif, tu forces les bakers à migrer, et les bakers qui ne migrent pas, ils ont une période de temps pour migrer, en fait ils vont être exclus du processus de rewards en fait. Donc ils vont plus pouvoir baker parce que tu auras une majorité de nœuds qui vont passer dans le prochain et qui eux vont baker, et les anciens seront exclus du prochain consortium, si tu veux, de nœuds qui peuvent baker. Donc eux, ils vont se retrouver tout seuls sans pouvoir vraiment baker parce qu'ils n'ont plus la majorité. Ils seront isolés en fait, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on leur demande de vite se mettre à jour dans les quelques heures où il y a le passage d'un à l'autre. Une autre question? Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Je répète la question. Alors, quel est le système économique, par exemple, sur la Tombola? Comment ça marche? Déjà, comment on paye? Où sont les coûts? Comme je disais, il y a un coût pour l'exécution, il y a un coût pour le stockage. Okay, on paye une seule fois lors du déploiement d'une application. Ça, c'est le développeur, la société qui va payer qu'une fois. Et elle va payer la taille de son code, déjà. Donc, il va y avoir une première estimation pour savoir la taille de son code, parce que ça va être la partie du storage de son code, parce qu'il va être dans la blockchain. Donc ça, on va payer qu'une fois. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On est dans une utilisation classique. Donc c'est fini. Après, c'est plus le développeur qui va payer. En fait, c'est l'utilisateur qui va payer pour pouvoir faire des mises à jour dans le smart contract. Donc là, c'est plus la même personne déjà.
Et il va payer pour une partie exécution, ça va être du temps d'exécution CPU. Donc ça, c'est aussi estimé parce que c'est déterministe. Donc on sait combien de temps va durer l'exécution d'un contrat. Donc il y a un coût qui va être associé à ça. Et on sait aussi on sait comment dire, faire un espèce de pré-flight pour calculer quel est le delta aussi de le stockage qui va être incrémenté en plus. Et il paiera aussi pour cette partie-là. Et ça, c'est au niveau de la wallet, quand ça s'affiche, on voit le coût estimé avant exécution. Et si jamais, par exemple, ça peut arriver parce que ça varie le coût en fonction du réseau, etc. Si jamais, il y a une marge quand même, hein, mais par rapport au coût. Si jamais le nœud va exécuter ça va lui coûter plus que l'estimation, ça va être rejeté. Et ça arrive très rarement parce qu'il y a quand même une marge de sécurité. Mais normalement, ça va être assez proche, le coût réel, du coût de l'estimation. Ensuite, au niveau de l'économie, comment ça marche? Quand tu appelles un smart contract, en transaction d'utilisateur vers un smart contract, tu vas payer les coûts de gaz qu'on appelle en Ethereum. Par contre, les coûts de gaz en Ethereum, ils sont mergés. On ne sait pas quelle est la partie de l'exécution de la partie du stockage. Dans Tezos, c'est séparé, donc on sait combien coûte le stockage et l'exécution. Et tu payes les coûts de gaz, c'est pour les bakers, c'est leurs rewards, c'est pour maintenir le réseau comme un cloud. Il faut comprendre qu'une blockchain, c'est un cloud où vous avez du computing et du storage intégré et un système d'économie qui est intégré aussi également, de paiement automatique. Donc tu vas payer ce gaz par défaut, tu n'as pas le choix, parce que sinon tu n'as plus de bakers, déjà, mais ils sont c'est quelques centimes, donc c'est pas beaucoup. Et ensuite, ce que tu peux mettre en place, c'est au niveau de ton smart contract, tu peux mettre une monétisation. C'est-à-dire que tu vas checker que celui qui va passer la transaction, il est payé un surcoût qui est le surcoût d'utilisation de ton service. Donc ça, tu peux le fixer à ce que tu veux en fait. Et tu peux le checker dans ton smart contract. Quand tu reçois l'appel au niveau de ta fonction, tu regardes quel est le montant qu'il a payé. Et si c'est un service gratuit, ben, tu fais pas de check et tu le laisses exécuter et tu le renvoies. Tu peux faire un service gratuit, la plupart sont gratuits. Mais si tu veux mettre une monétisation en place, tu dis que ça coûte un test par exemple. Donc au niveau de ton smart contract, tu fais un if, tu regardes la monte. Si c'est inférieur à un thèse, eh ben, tu vas refuser l'exécution de la suite et tu vas retourner un message géant en disant veuillez payer au moins un thèse pour avoir ce service disponible. Exactement. Voilà. C'est comme ça que tu mets en place la monétisation au niveau de ton smart contract. Voilà, à consommer tout le temps disponible. Magnifique. Alors, merci beaucoup à Benjamin. Hein, merci à vous. Et